Parfait, donc bienvenue dans un nouvel épisode de Common Sport Insider. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Willy Besson de Chamonix. Bienvenue Willy. Bonjour Douglas, merci de ton invitation. C'est un plaisir de pouvoir t'avoir ici à Lausanne. On va parler du club des Pionniers de Chamonix, de ton rôle comme directeur commercial et marketing. Chamonix est un club historique du hockey français. Tout à fait. Et on va aussi parler de comment tu as développé, traité les enjeux business, data, de performance aussi de commercial du club lors de cet épisode. Donc, ravi de t'avoir. Moi aussi, je suis très content d'être là. Tu es arrivé au Pionnier en 2009. Comme tu me le disais, donc d'abord tu es arrivé sous une autre casquette donc de directeur commercial. Est-ce que tu pourrais expliquer comment tu es arrivé au Pionnier ? Oui, alors j'ai commencé en 2009 à Chamonix, Ouais. qui à l'époque s'appelait pas les Pionniers, c'était les Chamois de Chamonix. Fusion, hein. Voilà. C'est en 2016 qu'il y a la fusion. Et moi, en fait, de 2009 à 2018, j'interviens à travers une agence qui s'appelle Sport Premium, qui est une régie pub pour les clubs. Et à l'époque, on s'occupait du développement commercial, la recherche de partenaires, des Chamois de Chamonix. Et puis en 2016, on a on met sur la table le projet de fusion en fait avec le club voisin de Morzine. Et c'est là où on a créé la marque Pionnier. On a voulu changer d'identité pour fédérer autour d'une nouvelle identité différente de clubs du territoire. Et de vraiment faire une scission entre ces deux histoires. Hein. Exactement. Ouais. C'était de créer une nouvelle histoire et pas garder l'identité que d'un seul club ou quoi que ce soit. Oui. Pour essayer de partir sur une nouvelle aventure. Oui. Et ça s'est pas hyper bien passé sportivement. Morzine a décidé à l'issue de la première saison de se retirer de cette fusion. Et par contre, Chamonix, donc nous, on a conservé l'identité Pionnier, le projet qui est de toujours avoir un club dans ce berceau du hockey français, le pays du Mont-Blanc, la vallée de Chamonix en particulier, d'avoir ce club. Et c'est pour ça qu'on s'appelle les Pionniers, c'est pour faire écho au passé, écho à notre territoire, écho à l'alpinisme aussi, puisque à Chamonix, ça a une saveur particulière, l'alpinisme. Oui. donc voilà. Et puis depuis 2018, j'ai intégré pleinement le club en tant que directeur commercial. Et donc, j'ai quitté l'agence Sport Premium pour être 100% dédié au développement des Pionniers de Chamonix depuis 2018. On est d'accord, donc le club de Chamonix est le club le plus titré. Hein, si je ne me trompe pas, c'est 13 titres. 30. 30, pardon. 30 titres de champion de France. C'est ça. Donc, c'est vraiment un des clubs qui fait partie de l'écosystème français. Oui, tout à fait. C'est un record qui va être encore conservé pendant de nombreuses années, j'imagine, parce que les poursuivants sont en dessous des 20, on va dire, mais ils sont plus récents, leurs titres, notamment, je pense bien sûr aux Dragons de Rouen, qui ont glané beaucoup de titres ces dernières années, qui est un très beau club de notre championnat. Nous, ça date un petit peu, mais voilà, c'est toute la volonté de l'équipe dirigeante de pouvoir redonner, permettre en fait aux Pionniers, à Chamonix, de rejouer les premiers rôles. De noblesse. Voilà, exactement. Donc, c'est évidemment pas simple, parce que c'est un championnat particulièrement compétitif, mais on travaille fort pour faire en sorte que le club se développe. Et finalement, le fait d'arriver comme directeur maintenant commercial et marketing du club, qu'est-ce qui t'a amené à ça ? Je veux dire, tu as été chez Sport Premium, mais cette passion du sport, cette passion de participer au sport business, elle te vient d'où ? Elle me vient déjà de mes études. Moi, j'ai commencé tout de suite après mes études, on va dire commerciales, d'être dans le management sportif. J'ai coché rapidement la case du sport. J'ai toujours été un grand passionné de sport. J'ai fait du hockey, mais très tardivement. J'ai assez compris rapidement que j'avais pas beaucoup de talent de ce côté-là. Donc, du coup, j'ai vite raccroché patin. En tout cas, j'ai joué plutôt en loisir plus qu'autre chose, on va dire, pour se faire plaisir. Et puis, le sport, j'ai toujours été très curieux de plein de disciplines. Et donc, j'ai rapidement coché dans mon parcours scolaire le sport comme une destination qui me plaisait bien professionnellement. Et puis, naturellement, j'ai eu la chance de rentrer dans une agence formidable qui est Sport Premium, avec qui on a connu un formidable développement, notamment avec le dirigeant fondateur de l'époque. Et puis après, j'ai eu la proposition de l'équipe dirigeante de Chamonix de garder plus que la casquette des pionniers, puisque je m'occupais à travers l'agence des pionniers, mais aussi d'autres clubs et d'autres événements. Et avec cette
affinité particulière pour le hockey, puisque moi, je suis dans une famille de hockeyeurs. Mon parcours était très light par rapport à ceux de mes cousins qui ont joué en Ligue Magnus, qui ont joué chez les Pionniers notamment. Ouais. Donc, une famille de hockeyeurs, donc forcément, le hockey était toujours... C'était ton ADN. Voilà, exactement. et puis, le projet de ce club de Chamonix, qui est vraiment un club singulier, qui est vraiment un club extraordinaire, qui a un palmarès, certes, incroyable, mais c'est tout aussi le parcours, tous ces hommes qui ont construit le club, qui ont construit la légende, et qu'on s'efforce, nous, de notre côté, à faire perdurer. Et on espère que ça perdure encore plus de 115 ans, parce qu'on a 115 ans d'histoire. Donc voilà. Incroyable. Et ce parcours, aujourd'hui, et ces expériences... tu perçois les enjeux futurs comment pour les Pionniers et pour toi? Alors pour les Pionniers, les enjeux, c'est clairement en fait de continuer de structurer et de professionnaliser le club, de faire monter en compétence l'ensemble des collaborateurs, oui. Pour que le club continue de se développer. On a un très beau développement économique ces dernières années. Ça nous fait plaisir parce que voilà, on voit qu'il y a du répondant dans ce qu'on fait. Donc, on est très content. Et donc, il faut qu'on continue à professionnaliser et à structurer le club, qu'on fasse en sorte que, même si on est dans un territoire singulier, on est dans une ville de 8700 habitants. C'est très petit, hein. On est le club de élite français, tout sport collectif confondu, qui est dans la plus petite ville. En fait, je crois que celui qui est derrière nous, enfin qui est du coup avant-dernier, c'est Le Portel en basket, qui joue au plus haut niveau national de basket, et qui sont dans une ville qui a moins de 10 000 habitants, 9 800, quelque chose comme ça. Et nous, on est le bastion, en fait. Donc, c'est chouette parce qu'on a aussi un territoire particulièrement attractif sur le point de vue touristique. Oui. Et il y a vraiment quelque chose de formidable à faire, et on essaye de poursuivre là-dedans. Et donc, je dirais, les enjeux structurés, professionnalisés, continuent d'être attractifs, parce qu'on pensait avoir atteint des plafonds de verre, mais non, on continue de faire progresser les affluences patinoires, les partenariats. Et puis, je dirais que, évidemment, un club doit avoir un enjeu sportif. Il faut qu'on arrive à stabiliser le club dans le top 8. Oui. Donc voilà, ce qui est le gros enjeu de ces saisons qu'on a. Mais on est d'accord, c'est un club qui est certes dans une petite ville, mais qui connaît une grande saisonnalité, avec la région du Mont-Blanc, où là, tout à coup, il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui visitent Chamonix. Exactement. Et comment est-ce que ça, finalement, s'inscrit dans la dynamique commerciale du club ? Alors, c'est une formidable opportunité, une manne pour nous, d'avoir autant de visiteurs, certes pendant les périodes de saisonnalité, mais aussi à Chamonix, qui est particulier même par rapport à d'autres stations. Oui. C'est toute l'année qu'il y a du monde à Chamonix. En tout cas, il y a toute l'année qu'il y a du visiteur, oui. qui viennent de partout dans le monde. Donc, on a toujours une vie à Chamonix au-delà de ces 8700 habitants. Oui. Donc ça, c'est évidemment une opportunité. Alors évidemment, ça explose complètement pendant les saisons et les vacances scolaires. Où là, évidemment, c'est absolument pas une prouesse de faire guichet fermé à ces moments-là. Par contre, ça l'est plus quand dans l'automne, on arrive à être complet. Ça, c'est évidemment plus significatif pour nous. Donc, évidemment, on a voulu instaurer le club comme étant dans la tournée touristique à faire à Chamonix. Les gens vont bien sûr. Les attractions, si je peux me permettre. Voilà, exactement. Et on a la chance, c'est que, à part les formidables établissements festifs qu'il y a à Chamonix, le soir, il n'y a pas beaucoup de choses non plus à faire. La folie douce, mais... La fête, bien sûr, mais d'un point de vue sport, culturel, etc., ou visite, je dirais, puisque toute la journée, il y a l'aiguille du Midi, le Montanvert, mer de glace, le ski, domaine du Brévent. Enfin voilà, il y a des visites touristiques sur le domaine de Mont-Blanc Natural Resort qui est vraiment extraordinaire, qui est fabuleux. Donc ça attire beaucoup de monde et ça se passe la journée. Le soir, par contre, du coup, beaucoup d'établissements festifs. On parlait évidemment de la Folie Douce Hôtel de Chamonix, d'autres groupes hôteliers auxquels je pense qui font aussi de belles, qui ont de très beaux établissements. Et il y a le hockey. Le hockey, on veut le positionner comme étant faire partie du circuit touristique, si je puis dire, mais aussi, à côté de ça, d'être the place to be pour nos locaux. Et je dirais même au-delà des touristes, c'est de dire, si vous voulez vivre une soirée chamonniarde, il faut que vous passiez par les Pionniers. Donc c'est ça aussi. Et être
l'endroit où il faut être pour les locaux. Ça, c'est important aussi que les habitants de la vallée de Chamonix soient évidemment aux côtés de leur club. C'est une question que je voulais te poser, mais dans le sens qu'on voit qu'il y a des grandes différences d'affluence dans le village. Comment est-ce que tu arrives à aller sur l'aspect de la fidélisation? Parce qu'au final, on peut avoir un certain nombre de fans qu'on connaît, mais vu que c'est petit, puis vu qu'il y a une grande affluence à un moment donné, comment est-ce qu'on assure cette fidélisation? Alors oui, parce que tu as raison. Toute cette population qui vient de l'extérieur, parfois ils viennent qu'une fois dans leur vie. Oui. Donc on a cette contrainte-là, par contre, d'avoir beaucoup de passages et peu de capacité à retenir les gens. Mais par contre, tous ceux qui sont proches de nous, tous ceux qui sont là dans la vallée, on veut les fidéliser. Et pour ça, on veut leur faire vivre un moment où ils viennent se rencontrer, où ils viennent se retrouver autour de la patinoire. Donc, on veut vraiment créer autour de notre narratif notamment l'expérience et l'endroit où il faut passer un bon moment entre copains, en famille. Voilà. Et donc, on essaye d'être cohérent dans notre offre de billetterie, dans nos formules d'abonnement, dans nos aussi façons de faire vivre le match, oui. Dans l'expérience qu'on a, dans la facilité de naviguer dans la patinoire, si je puis dire, oui. D'accéder au bar, etc. Donc voilà, c'est ce qu'on essaye évidemment de faire. Ou quelqu'un qui vient, prend son billet tout seul, il sait qu'il va retrouver des copains ou des collègues. Et voilà. Et on est d'accord, il y a aussi ce projet de nouvelle patinoire qui, je pense, va permettre de encore mieux offrir cette expérience. Évidemment, la patinoire actuelle, la patinoire Richard Bosson, date de 62. Donc évidemment, c'est pas forcément l'écrin qui a été construit pour du sport pro, du réceptif, de l'entertainment. Alors on a eu la chance, c'est d'avoir la communauté de communes et notamment Jean-François Coquard, le directeur des sports, qui fait quand même évoluer l'outil, qui est évidemment le pilote du projet de la nouvelle patinoire, mais qui nous permet aussi de faire vivre et de continuer de développer notre produit dans l'état actuel des choses. Mais bien évidemment que la nouvelle patinoire, c'est clé pour notre développement et je dirais aussi pour notre survie en Ligue Magnus. Oui. Parce que c'est notre outil de production, la patinoire, c'est notre outil, c'est ce qu'on vend. Et pour répondre de plus en plus à l'attente du public, local, touristique, etc., mais oui. aussi l'attente des entreprises, de nos partenaires, il faut qu'on ait un outil dimensionné, adapté à cela. On est de plus en plus à l'étroit, sans parler évidemment des conditions réceptives qui ne sont pas évidentes pour organiser nos prestations d'hospitalité. Et dans cette dynamique, l'infrastructure est, comme tu le dis, capitale. Un autre enjeu, celui qui nous a réunis, c'est la data. Oui. Comment s'inscrit la data dans cette logique de commercialisation pour toi? Alors justement, la data, c'est notre volonté de connaître notre public. Il est spécifique. Il y a ce public visiteur, il y a ce public local, parfois local, mais un peu extérieur, à plus d'une demi-heure, 3/4 d'heure de route. Ouais. Donc, il faut qu'on comprenne le comportement d'achat, le lien qu'on a avec eux, qui ils sont, d'où ils viennent, combien de fois ils sont capables de venir dans une saison, quels sont le type de client qui vient, quel est le type de fan. Et donc, on a cet enjeu, je dirais, pour continuer de remplir la patinoire, parce qu'on n'est pas encore à guichet fermé tous les matchs. Ouais. Et pour aussi appréhender le nouvel outil, puisque ce sera une patinoire. Alors, c'est un pôle sportif avec 3 bâtiments qui est en projet. Le projet actuel, c'est ça. Et donc, la patinoire principale, si je puis dire, qui sera 2500 places assises, ERP à 3000. Donc, du coup, on aura évidemment besoin de notre patinoire actuelle où on a 1350 places assises et 1900 de jauge, puisqu'on a un peu plus de 500 personnes. C'est plus que doubler finalement la capacité. Assises, exactement. Oui. Donc voilà, ça va être évidemment important de voir qui est prêt à payer combien, combien de gens sont prêts à prendre un abonnement, qu'est-ce qu'ils attendent, comment ils veulent consommer, oui. Comment ils veulent vivre leur expérience, où ils veulent être placés, debout, pas debout, assis, quelle est la typologie du client, quel est un peu notre fan aussi, quel est son engagement. Enfin voilà, donc toute cette data qu'on appréhende un peu mieux depuis 1 an maintenant, beaucoup mieux, pardon, parce que on était finalement assez loin du compte. Et ben c'est extrêmement pertinent, extrêmement enrichissant
pour aussi pas attendre la nouvelle patinoire, faire les bons choix de maintenant, parce que c'est de plus en plus difficile, évidemment, à faire venir du monde, ou en tout cas, forcément, remplir au mois de novembre une patinoire de 1900 places, c'est plus difficile que pendant les vacances touristiques où Absolument. on a 100 000 personnes dans la vallée. Mais je voudrais comprendre finalement qu'est-ce qui fait que toi, tu as compris, tu as été plus sensible à l'importance de la data, parce que, comme on en a déjà discuté, des fois, il y a beaucoup dans le monde du sport, des fois, on est très axé sur l'aspect sportif, c'est là où on met principalement les investissements, mais finalement, qu'est-ce qui t'a convaincu de dire « Ah, il faut que j'aille mieux connaître mes audiences, et il faut que je sois en mesure de mieux développer ces fans ». Quel était un peu le point de bascule, si on veut? Les barrières qu'on se mettait. C'est-à-dire que je me suis encore de discussion il y a quelques années avec certains dirigeants du club. Oui. On s'est dit, nous, on ne fera jamais des guichets fermés l'automne. Nous, on ne fera jamais tant de chiffre d'affaires au-delà de tel chiffre d'affaires en billetterie. On sait que ce n'est pas possible pour un club dans notre bassin. Nous, on n'aura jamais 2 millions de budget. Voilà, on avait ça. Et en fait, c'était non de ne pas se résigner à ça et de, je dirais, de capitaliser sur ce que représente aussi la marque de Chamonix, parce qu'on est bien conscient qu'on fait venir du monde, mais c'est pas que pour les pionniers de Chamonix, même en local. C'est juste l'opportunité hockey, si on veut. Exactement, ouais. Et on sait très bien que les gens aiment venir à Chamonix. Encore une fois, les touristes, mais aussi les locaux qui sont à une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure de route, voire plus. Parce qu'on a des gens qui ont des résidences secondaires sur Chamonix qui viennent au hockey dès qu'ils sont le week-end ici. Ouais. Et dans cette dimension, je prends juste l'exemple d'une initiative qu'on a fait ensemble, c'est notamment la newsletter d'avant-match, où là, on a passé beaucoup de temps à travailler la segmentation, à essayer d'aller comprendre finalement où sont ces fans, comment les attirer plus à la patinoire. Comment est-ce que tu vois ça comme ça a été un enjeu ou un levier finalement, parce qu'on peut dire que c'est une simple newsletter d'avant-match, mais qu'est-ce que tu peux y voir, toi ? Alors moi, j'y vois aussi comme on est dans des championnats de hockey sur glace qui sont très denses, avec un rythme particulièrement effréné, des matchs très régulièrement. Et j'avais eu souvent ce constat-là où je croisais des fans, il y a encore quelques années de ça, en disant « Ah ouais, au mois d'octobre, ah oui, les pionniers, le championnat a repris, il faudra que je vienne ». Et moi, j'étais un peu furax parce que ça faisait déjà 6 matchs qu'on faisait à domicile et qu'on avait du mal à faire décoller ses affluences. C'est toujours le cas. Le début de saison, il est plus dans tous les sports. Tous les sports, ouais. Mais si on regarde les premiers matchs de maintenant et les premiers matchs d'il y a 5-6 ans, c'est plus pareil du tout. Donc, du coup, c'est important que cette newsletter soit un peu pas uniquement une newsletter pour dire achetez vos billets. Oui. C'est, je vois, et on essaye de le construire comme ça, comme un fil rouge de la saison, le reminder. Rappel, save the date. Ah oui, le prochain match. Je suis cette newsletter parce que je sais quand sont les prochains matchs. Oui. Et je suis un peu l'évolution du hockey, l'évolution du club, l'évolution des pionniers dans leur saison. Oui. Et j'ai un peu les infos clés dans une newsletter qui, évidemment, présente le prochain match. Mais voilà. Et on est d'accord, la newsletter en tant que telle ne fait pas le seul job. C'est-à-dire, en complément, il y a les réseaux sociaux. En complément, il y a des activations en présentiel. En complément, il y a encore peut-être des échanges personnels. En fait, c'est toute une série d'actions qui permettent à atteindre ou en tout cas de couvrir le maximum de personnes. Hein. Exactement. C'est évidemment toutes les enjeux de la com, c'est d'être pluriel, d'être présent sur plusieurs choses, d'avoir un certain mix, le meilleur mix possible. Ce serait trop facile que ce soit qu'une newsletter qui fasse remplir une patinoire. On n'en est pas encore là. On le sera peut-être un jour. Mais en tout cas, non, il y a bien sûr du média, il y a de la présence terrain, il y a des relais, les offices de tourisme notamment. Oui. On a tout un dispositif qui est mis en place pour essayer d'avoir le maximum de points de contact avec notre communauté. Oui, puis on voit aussi que vous avez une application mobile. Oui. Hein, donc là, vous envoyez aussi des pushs auprès de votre communauté qui sont sur l'application mobile. C'est ça. Donc il y a vraiment tout un écosystème finalement qui a été déployé. Et c'est aussi ce que j'ai remarqué d'unique d'une certaine manière à Chamonix, c'est que vous avez été proactif dans la mise en place de ces outils. Ou en tout cas, tu as été proactif dans la mise en place de ces outils. Bien sûr, j'ai toujours eu une éducation qui était un ouvrier travailler avec des bons outils. Donc, on n'est pas des magiciens. Il nous faut les outils pour être performant et pour briser ces fameux plafonds de verre. Oui. En tout cas, voilà, c'est de l'investissement.
pour générer des revenus et puis pour aller chercher toujours plus de monde, plus de fans pour que notre équipe soit soutenue le plus possible dans les tribunes. Et si je te dis, le constat, c'est aujourd'hui, un club de sport n'est pas qu'un club, mais une plateforme média, tu serais d'accord avec ce constat? Oui, pleinement. Oui. Je serais carrément d'accord avec ça, bien sûr. Et j'aimerais que d'autres soient aussi convaincus de ça. Mais oui, je souscris pleinement à ça. Et dans cette mesure, bien sûr, l'aspect sportif joue un rôle. Hein. On ne peut pas l'extraire. C'est la principale raison pourquoi les gens viennent au match, suivent un club, en sont fans. Comment est-ce que finalement le fait que Chamonix retrouve les playoffs l'année passée a eu un impact positif? Oui, la victoire dans le sport, elle est fondamentale. Mais on s'aperçoit de plus en plus, les gens ne viennent pas que pour le match, ils viennent pour le lieu de vie, ils viennent pour le bon moment. Oui. Mais ce qui va faire accélérer les choses, c'est les bons résultats sportifs, c'est l'émotion surtout. Parce qu'on s'est aperçu, je pense, bon nombre dans les clubs, où parfois il y a des défaites qui nous ont procuré beaucoup d'émotions. Des matchs qui se perdent sur le fil à la fin, au tir au but. Et ça, c'est aussi formidables émotions que le sport fournit. Et c'est ce qui donne envie de revenir aussi, c'est pour vivre ce genre d'émotions. Et le marketing doit être au service justement de cette expérience émotionnelle. C'est pas juste vendre des billets pour faire du chiffre d'affaires. Oui. Et c'est aussi ça qui est important. C'est pas juste communiquer pour faire une newsletter. Voilà, il faut arriver à tisser le lien, à raconter. Oui. C'est ça qui est le plus important, la newsletter d'avant-match ou quoi que ce soit. C'est aussi le message qu'on va raconter qui va être performant, qui va rendre la newsletter performante. C'est pas juste faire la newsletter, c'est le message qu'on va mettre dedans, l'émotion qu'on va mettre. Et c'est ce qu'on retient des playoffs l'année dernière, pour répondre à ta question. Oui. C'est cette émotion qu'on a retrouvée, puisqu'on n'avait pas joué les playoffs depuis plusieurs années. Et on a vraiment vu cet enthousiasme, ce lien particulier autour de l'équipe. Oui. Mais du coup, ce storytelling, quand on gagne, c'est simple, c'est facile, mais quand ça va moins bien, comment on fait? En fait, justement, alors c'est l'avantage de ne pas avoir eu des performances sportives, des résultats sportifs, je veux dire, significatifs ces dernières années du côté de Chamonix, même s'il y a eu des beaux résultats à la hauteur aussi des budgets qu'on pouvait avoir ou quoi que ce soit. Mais du coup, c'est important d'assurer la promesse de ce qu'on vend. Et la personne qui vient passer un bon moment, qu'on ait perdu ou gagné, oui. Elle va revenir parce qu'elle veut revivre cette émotion, elle veut revivre le bon moment, elle veut revivre le côté sympa de la soirée. Alors c'est vrai qu'il y a des matchs peut-être moins passionnants, ça c'est sûr. Alors du coup, les gens sont peut-être plus en train de discuter ou de boire un verre que d'être pris comme des fois pendant des prolongations où il n'y a plus personne qui discute et tout le monde est là tenu voilà. Donc du coup, je pense que quand les résultats sportifs, et je dirais c'est aujourd'hui mon travail au sein des Pionniers, ça a été, parce que c'est le cas aujourd'hui quasiment, on a déconnecté les résultats économiques des résultats sportifs. On a doublé notre budget en 8 ans. Oui. On n'a pas eu de meilleurs résultats ces 8 dernières années. On voit que nos affluences progressent alors que notre saison actuelle, elle est moins bonne que la saison dernière oui. Et que la saison d'avant. Ce qui est des fois antinomique, on pense l'équipe va mieux, donc de facto, on va avoir des meilleures affluences. Au départ, c'est la lecture qu'on a et c'est pour ça que bon nombre de clubs, certains que j'ai connus d'ailleurs, ont fait l'erreur, les dirigeants ont fait l'erreur de dire les résultats sportifs vont amener les résultats économiques. C'est une erreur totale dans le sport. C'est les performances, c'est le marketing qui doit donner les moyens financiers aux ambitions sportives du club. Il ne faut pas faire l'inverse. De se construire une belle équipe pensant gagner des matchs et ça va remplir les patinoires, c'est une erreur qu'il ne faut pas produire, en tout cas qui s'est déjà produit dans bon nombre de clubs, pas que de hockey sur glace. Dans tous les sports. Exactement. Et donc, du moment qu'on construit une offre et une promesse auprès de notre partenaire, auprès de notre fan, ou que ce soit, qui ne doit pas être une promesse sportive, bien évidemment, mais la promesse de vivre un spectacle, vivre de l'expérience, d'avoir un moment identitaire à Chamonix. Le client va revenir. Il va revenir parce qu'il aura vécu l'expérience qu'on lui a promis.
Et quand il y a en plus de ça l'émotion de la victoire, ce côté qui, on peut avoir tous les beaux conseils de marketing, dès qu'il y a la victoire, évidemment, non seulement ça gomme les défauts, des fois il y a des soirées qui se passent pas bien. Il y a moins de plaintes. Voilà. et puis en plus de ça, ça nous procure quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pour ça que certains clubs capitalisent aussi sur la victoire. Et c'est plus facile, en effet, que quand les résultats sont moins bons. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas remplir. On ne peut pas se développer économiquement si on n'a pas des performances incroyables. On est d'accord, ce discours que tu tiens là, il n'est pas partagé par la grande majorité du sport aujourd'hui. On est toujours dans une logique où on va d'abord investir dans l'équipe sportive. Ouais, je pense, mais c'est en train de changer. Okay. C'est vraiment en train de changer. Et je dirais même qu'aujourd'hui, un club doit se dire, il faut sortir de ce côté résultat sportif qui va amener quelque chose. Et je dirais même qu'il faut sortir du sujet saison par saison. Oui. Moi, je vois que on pense trop à cette saison, construire l'équipe pour cette saison, avoir les playoffs pour cette saison. Voilà. Et des fois, je pense qu'on aurait un intérêt de se dire, dans 3 ans, on veut être en play-off, dans le top 6, champion, quelles que soient les ambitions du club, mais pour derrière, rester stabilisé, c'est ça l'objectif. Personne autour d'une table veut se dire, on veut faire un coup d'éclat cette année et après on s'en fout. Mais tu ne penses pas que cette philosophie de saison par saison est conditionnée par le format de compétition, dans le sens, avec le risque de la promotion-relégation qu'on connaît en Europe versus aux États-Unis où c'est des ligues fermées où ils se disent je n'ai pas de risque de relégation, donc je peux construire mon organisation, mon équipe sur 3 ans, 5 ans. Tu ne penses pas que ça, c'est un enjeu? Disons que c'est un biais, en effet, c'est le vu de l'esprit, mais pourtant, il n'y a qu'un club qui descend. Et encore, dans le championnat, ce n'est pas automatique. Mais, donc, il y a un match de promotion-relégation. Je veux dire, je prends l'exemple de Chamonix. Sur ces dernières années, 6-7 dernières années, on n'a pas des résultats incroyables, pas forcément meilleurs que d'autres, un peu moins bons, 9e, des fois 7e, des fois 8e. On n'a pas été dans le top 4, on n'a pas été dernier non plus. Mais je veux dire, ça ne devrait pas empêcher. Si on est pris à la gorge tous les ans financièrement, évidemment, il y a l'enjeu, etc. Mais ce n'est pas l'objectif. Le club a progressé. Et finalement, si on regarde les 3 dernières années, on aurait largement pu se dire, dans 3 ans, on veut être là et on veut... Et qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour c'est pas facile, exactement. Ouais. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Parfois, on peut aller plus vite. Mais il faut toujours, au lieu d'avoir, je dirais, les clubs, on s'efforce de faire ça. Mais tous, et moi y compris, ne pas construire que pour une saison. Oui. Il faut construire pour cette saison, mais en parallèle, il faut avoir une vue pour les 3 prochaines saisons, 4, 5, peu importe. Oui. Mais en tout cas, voilà. Et se dire que pour être là dans 5 ans, il faut qu'on soit là cette année, là l'année prochaine, etc. Et probablement, le chemin ne sera pas aussi facile. Il sera peut-être différent. On ne prendra pas la même trajectoire. Mais en tout cas, il faut quand même cet objectif à long terme. Sinon, avancer saison après saison, on avance saison après saison et évolue un peu très moins peu. bien. Oui, mais forcément, parce que ça se construit dans la durée, tout ça. Oui. Sportivement, qui fait le coup de magie? Regarde, même le PSG en France, ils ont mis combien de temps pour gagner la Ligue des Champions? Longtemps. Et voilà. Et c'est pas pour autant qu'ils sont mauvais, les garçons. Ils ont de l'argent, certes, mais il y a des compétences. De créer cette chimie d'une équipe, c'est unique. Exactement. Ce qui rend aussi, je pense, pourquoi les gens sont aussi passionnés par le sport. C'est qu'il y a un aspect qui est complètement irrationnel. Exactement. Et c'est ce que les gens cherchent. Et je pense que quand on voit une équipe qui a ce truc, c'est poétique, c'est magnifique. Exactement. Et ça, c'est très rare de le voir. Et oui, c'est vrai que dans le sport, c'est ce que ça doit arriver. Ouais. Je voudrais aussi parler avec toi de cette stratégie que tu parles. Finalement, aujourd'hui, la stratégie que tu déploies, elle est guidée par quoi? 2030, 2028? Où est-ce que tu as tiré la ligne? Alors évidemment... ou peut-être on parle des exemples précédents. C'est vrai. Justement, cette ligne, on se l'est tirée en disant, en tout cas, de mon côté, il faut qu'on soit là avant de rentrer dans la nouvelle patinoire.
mais Oui. on ne maîtrise pas ce projet-là. Ça ne dépend pas du club, évidemment, ça dépend de la communauté de communes. Oui. Donc, au départ, c'était 2026, 2027, puis 2028. Voilà. Évidemment, c'est des projets qui sont à long terme, donc entre les premières échéances et puis la réalité, ça évolue. Aujourd'hui, on sait que ça va être 2029-2030, l'arrivée de la nouvelle patinoire. Oui. Donc, évidemment, on a ça en ligne de mire. Mais c'est important vu que ça se repousse, de pas forcément toujours attendre ça. Et c'est ce qui nous a peut-être manqué à un moment donné, de se dire, ben voilà, faisons le cycle jusqu'ici, qu'on ait la nouvelle patinoire ou pas nouvelle patinoire, et avançons comme ça. En tout cas, nous, c'est Au final, que ce qu'on a voulu ce faire. projet ne cristallise pas finalement la stratégie du club. Oui, parce qu'en fait, il faut bien le voir, et ça, j'ai voulu appuyer là-dessus il y a quelque temps auprès de l'équipe dirigeante, c'est que, évidemment, c'est une autre opportunité pour permettre au club de rejouer les premiers rôles, notamment, et de continuer notre développement. Oui. C'est pas pour autant qu'on ne peut pas être compétitif avant la nouvelle patinoire, et c'est pas pour autant que dès qu'il y a la nouvelle patinoire, ça va être facile, parce qu'on voit toujours ceux qui ont des belles patinoires, ah ouais, ils ont la chance d'une belle patinoire, ça va être facile. Non. Moi, je d'autres dis, défis. c'est non seulement la meilleure opportunité, enfin la grande opportunité qu'on va avoir, presque notre salut pour rester aussi en Ligue Magnus un jour ou l'autre, mais c'est aussi notre plus grand danger qui nous arrive. Si on n'est pas structuré, professionnalisé et armé pour rentrer dans cette nouvelle patinoire, pour être performant, pour répondre aux attentes, on va exploser. Et il y a des cas dans le sport, je pense notamment au club de foot du Mans, qui a eu, il y a quelques années, un nouveau stade, le MMA Arena. La MMA Arena, ça les a tués, et même le club le reconnaît aujourd'hui, parce qu'ils étaient certainement pas prêts, pas structurés, pas suffisamment armés pour faire face à ce défi. Parce que aujourd'hui, finalement, on nous pardonne pas mal de choses. Parce qu'on ne peut pas être exigeant dans un écrin de Chamonix, ou pas plus exigeant que ça. Et peut-être que nos prix aussi sont en adéquation avec ça. Mais le jour où il y a une nouvelle patinoire, évidemment, nos prix, on va vouloir les augmenter. Il va falloir que l'expérience augmente. Il va falloir que l'accueil soit tip-top. Il va falloir que les conditions valeur délivrée, d'accès, voilà, la valeur générale, l'expérience, l'émotion, et ça va être l'attente de nos partenaires, les prestations dans nos espaces réceptifs. Tout ça va augmenter, et il va falloir y répondre. Et l'enjeu, il va être important. Certainement, il y aura peut-être plus de partenaires qui frapperont la porte pour venir être partenaires des pionniers, parce que forcément, ça va être attractif. Oui. Il va y avoir la curiosité. Beaucoup de gens vont venir voir quand même. Il va falloir répondre à ça. Il va falloir les fidéliser, les construire. Et si on n'est pas prêt à cela, eh ben on va y exploser, et ça va être peut-être la fin. Ça peut être une des grandes menaces qui peut être pour le club. Ne pas réussir à faire cette transition. Ne pas réussir à la transition, c'est un risque réel qu'on peut avoir. Et dans ce développement, comment est-ce que tu analyses la réussite commerciale, la réussite marketing? On va dire, on parle souvent de performance dans le monde sportif, mais de l'équipe, c'est gagner des matchs. Je crois que ça, c'est le métrique de clé, mais après, il y a d'autres métriques qui est le nombre de buts encaissés, okay. Mais d'un point de vue sport-business, pour toi, quelles sont les métriques que tu suis et tu te dis, là, j'ai une bonne année, je suis mon plan? Alors évidemment, il y a les indicateurs économiques. Oui. Le chiffre d'affaires, notre marge, notre panier moyen, etc. Puis après, il y a les choses qu'on regarde un peu plus maintenant depuis notre collaboration. Le taux de complétion, le scoring, tous ces indicateurs aussi qui va montrer l'engagement de notre communauté, de nos fans. Ça va être important. C'est des indicateurs qu'on suit plus maintenant. Et puis au-delà, je dirais, pour l'avenir, le club, c'est la valeur de la marque aussi qui est importante de voir aussi. Comment on la quantifie, la valeur d'une marque? Je dirais, je veux pas t'interrompre, mais oui, vous avez fait une initiative qui pour moi a été remarquable et dont notamment vous avez été primé, c'est votre maillot. Où vous n'avez pas de sponsor, vous avez tout axé sur votre identité, sur votre logo, sur qu'est-ce que c'est les pionniers de Chamonix. En tant que tel, ça c'est valoriser votre marque. Oui, exactement. Le maillot Esprit Pionnier. Je vais nuancer un propos que tu as eu, c'est qu'il n'y a pas plus de sponsors. C'est que nos partenaires maillots, on les a engagés différemment. On les a juste plus proposé un affichage publicitaire.
pour nous qui donnait plus assez de sens et qui finalement correspondait pas forcément à l'attente qu'ils avaient, en tout cas à l'envie qu'ils pouvaient avoir d'accompagner le club. Donc on leur a proposé un dispositif différent pour sanctuariser notre maillot et capitaliser autour de la marque du club. Et un partenaire est là aussi pour aider le club dans son développement. Et c'est ce qu'on a fait à travers le maillot. Donc, en effet, je pense que c'est ça. Et je dirais que dans 5 ans, un club, pour moi, aura réussi si demain, la marque, par exemple, des Pionniers, si on est considéré comme une marque et plus comme un simple club. Voilà. Donc, de passer cette étape. Ouais. Et finalement, c'est peut-être que des gens, peu importe où ils sont et pas au match, portent du Pionnier. Ouais, exactement. Ça, c'est évidemment un superbe enjeu, rêve, objectif. Oui. Mais et c'est ça, à mon sens, qu'on soit perçu comme une marque et plus comme un simple club. Je dis pas que c'est pas bien, un club, et que c'est pas valorisant ou que c'est pas joli, mais en tout cas, voilà, il y a avant tout une marque et puis derrière, il y a un club, bien sûr, mais que c'est pas que une équipe de hockey qui joue des matchs. Ça, c'est important. Et puis, on le voit. Hein. C'est-à-dire que concrètement, un club qui se vend aujourd'hui ou une entreprise qui se vend sur la valeur de la marque plus que sur finalement les actifs classiques qu'on peut avoir. Notamment, il y a des clubs de franchise américaines qui se sont vendus des milliards alors que c'était pas leur actif ou leur chiffre d'affaires ou ça se valorise plus comme avant. Même une entreprise, je dirais. Oui. La valeur de la marque aujourd'hui a pris quelque chose de pire. D'ailleurs, on en parle. Le PSG, la marque est valorisée à 4-5 milliards, je crois. C'est pas les actifs du club non plus, ni le chiffre d'affaires. Mais ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu fais toujours cette distinction il y a l'aspect sportif et il y a l'aspect business. Il y a l'aspect club et il y a l'aspect marque. Tu fais toujours en fait cette distinction que je trouve vraiment intéressante. Peut-être même dans ta tête, tu dis comment je vais travailler la marque, comment je vais travailler l'aspect sportif, c'est moins ta responsabilité. Bien sûr. Mais est-ce que c'est juste ce que je t'exprime là? Ce ressenti, ouais, je trouve qu'il est juste, en effet. Alors, est-ce que c'est bien ou pas bien mais c'est vrai qu'on a un constat. C'est un constat, tout à fait. Et je pense que ça me permet... Moi, je me suis beaucoup focalisé sur l'aspect business du développement parce que c'est ta mission. C'est ma mission au sein du club. Les dirigeants m'ont quand même confié le développement du club, donc il faut que je réponde à leurs attentes là-dessus. Les attentes sont claires. Et c'est vrai que je me suis beaucoup consacré là-dessus parce que j'ai aucunement la légitimité de m'occuper du sportif ou d'intervenir sur le sportif. On a des personnes qui s'en occupent. Oui. Et moi, l'attente, elle est là. On m'a confié ce mandat, si je puis dire, de développement économie du club. Donc, c'est vrai que je suis très focus là-dessus. Et du coup, je me suis toujours efforcé à faire en sorte de dire comment faire vivre s'il n'y a plus le sportif à la hauteur qu'on attend ou quoi que ce soit. Et je me suis même déjà combien de fois posé la question comment travailler si toutefois le scénario sportif, puisque c'est le cas en Europe, nous amène à descendre en deuxième division. Forcément, l'économie n'est plus la même. Les partenaires, le nombre de matchs, tout ça change tellement que voilà. Et comment faire en sorte que nos partenaires continuent, que nos fans soient toujours là. Et c'est ça qui est important. Et moi, quand j'ai des partenaires qui me disent parce que des moments, on est marqué, on est déçu, on est frustré, les résultats sont pas au rendez-vous. Et j'ai certains partenaires qui me disent mais t'inquiète pas, Willy, même si vous êtes en deuxième division, on sera avec vous. Et c'est ça qui est sympa, qui est intéressant. Oui. Et c'est ça qui nous permet de prendre du recul aussi. Finalement, ça reste du sportif. C'est chouette. Nous, on en fait un jeu des fois, évidemment, très, très, très de survie. Mais finalement, ça peut s'écrire. Et il y a de formidables clubs qui ont des valeurs incroyables et qui ne sont pas au plus haut niveau de leur discipline. Oui. Non, c'est magnifique et une chose qui va aussi impacter grandement Chamonix à un moment donné, en tout cas le club, c'est les prochains événements en France. En 2028, il y aura le championnat du monde. En 2030, il y aura les JO d'hiver où le hockey a une place très importante. Comment tu vois ces événements influencer le hockey à Chamonix ? Je dirais déjà avant tout de savoir comment ça va influencer et quelles retombées on va avoir. C'est comment nous, aux côtés de notre fédération, tous les clubs de Ligue Magnus vont savoir capitaliser, construire
autour de ça et s'en servir, ces 2 événements internationaux, comme des leviers de développement du hockey français dans la pratique des licenciés jusqu'aux féminines, à l'élite, jusqu'à toutes les composantes du hockey sur glace, pour faire en sorte que le hockey soit gagnant de tout ça. Donc déjà, c'est un travail collectif de tout le monde. On doit œuvrer tous dans ce sens-là pour faire en sorte que ces échanges déjà soit réussi pour le hockey français. Évidemment, vous saisissiez cette opportunité. Voilà. Et quand je dis on, c'est pas que les Pionniers de Chamonix, c'est tous les clubs et la fédération. Je pense que c'est un peu le sentiment qu'on a tous en Ligue Magnus et avec notre fédération de faire en sorte que ces événements soient réussis. Et automatiquement, ça servira chacun dans nos territoires. Alors évidemment, à Chamonix, l'olympisme a une place particulière, le hockey a une place particulière, on a une histoire qui est forcément différente de certains autres clubs, et on saura et on voudra en tout cas être pleinement dans le narratif autour de tout ça. Parce que il faut que ça développe la pratique, il faut qu'on ait plus de licenciés, il faut que ça lance aussi le nouvel équipement qui arrivera donc dans ces échéances-là, notamment les échéances plus olympiques. Mais voilà, ça va être évidemment important pour nous d'étoffer notre base de données parce que certains vont à travers ces championnats du monde, à travers les JO, on va capter de nouveaux fans, de nouveaux consommateurs et de nouveaux clients, de nouveaux partenaires certainement. Donc à nous d'élargir, à nous d'aller chercher, à nous parce qu'on est d'accord, le hockey en France n'est pas forcément un des sports majeurs. Non. Néanmoins, c'est un sport qui attire quand même de plus en plus de public dans les patinoires. Hein. Tout à fait. Donc, on a le 2e sport de salle. Et ça, c'est important. Il y a de très beaux chiffres de fréquentation. Et le hockey aussi, c'est un sport qui se vit à la patinoire. C'est vrai qu'il n'est pas toujours facile à médiatiser. Hein, ça va très vite. Et puis, il y a ce côté particulier du patin, du palais qui claque, et ça se vit dans la patinoire. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on a des formidables affluences en Ligue Magnus qui progressent d'année en année. Oui. Et on en est tous très satisfaits. Et je dirais que c'est aussi un des leviers. Si on veut que les médias s'intéressent davantage au hockey, il faut d'abord qu'en local, ils voient que l'expérience est cool. Non seulement l'expérience est cool, mais que le niveau de jeu aussi. Un média à Paris... Oui. S'il veut s'intéresser à un sport, il va déjà voir comment ça vit en local. Si toutes les patinoires sont moitié pleines, si ça n'intéresse déjà pas ceux qui sont les plus concernés, comment on va intéresser ça au niveau national ? J'imagine qu'ils ont cette réflexion-là, quoi. Alors quand ils voient en effet que les affluences du hockey progressent, que beaucoup de clubs, là je vois d'ailleurs mes amis et confrères des boxeurs de Bordeaux, sont 10 guichets fermés d'affilée, c'est super, hein, c'est extraordinaire et félicitations à eux. Ça, c'est important d'avoir des beaux marqueurs comme ça. Voir Marseille, jeune club de Ligue Magnus depuis 3 ans, première affluence, ils ont la plus grande patinoire, mais ils arrivent à la remplir dans un contexte compliqué. Ils travaillent très très bien. C'est une formidable équipe qui est là-bas. Ils vendent des fondus à Marseille. Exactement. Et ils ont bien raison. Des fondus, des raclettes, enfin voilà, c'est super de voir tout ça, sans parler des brûleurs de loup de Grenoble, qui est une locomotive pour le hockey français hein, depuis tant d'années. Ils sont pleins aussi à tous les matchs et ça, c'est quand chouette. Tu les mentionnes, est-ce qu'il y a un effort collectif Parce que je les aime bien déjà. Ouais, c'est déjà. Mais des fois, il y a des rivalités. Bien sûr. On ne veut pas bosser avec les autres clubs. Est-ce qu'en France, et notamment en Ligue Magnus, il y a une volonté de travailler ensemble pour le produit hockey français ? Oui. Comment ça se passe finalement ? Déjà, la Fédé nous réunit plusieurs fois, en tout cas la Ligue. Alors, on n'a pas encore une Ligue, hein, c'est le projet en 2030 aussi, dans l'héritage notamment des prochaines échéances, c'est de faire en sorte qu'il y ait une Ligue pro de hockey. Donc une Ligue indépendante. Voilà. La première étape a été faite, c'est qu'il y a l'union des clubs qui a été créée. Oui. Donc déjà, on s'est réunis, les clubs sont réunis, essayer de parler d'une seule voix auprès de la fédération pour la Ligue Magnus. Et donc, mais je pense qu'il y a une super entente entre tous les clubs. Il y a très, très beaux... très belles équipes dans chaque club qui travaillent dans le bon sens et en local qui font du super travail. Et il y a, je pense, un intérêt d'avoir une synergie davantage entre les clubs. Et c'est ce qui s'opère.
Je pense que c'est aussi ce que souhaite le nouveau directeur marketing de la Fédé, Axel Lainé, travailler dans ce sens-là. Et je pense qu'il y a un vrai écho auprès des clubs, cette volonté de travailler ensemble aussi. Et et on sait que ça peut être un élément, évidemment, qui va permettre un développement si tout le monde travaille dans le même sens. Et vraiment, c'est le cas. Donc, des fois, c'est juste une coordination plus qu'une adhésion. On a déjà cette adhésion dans les clubs, je pense. Si je fais le parallèle en Suisse, il y a eu la création de la ligue majeure, qui est la National League, hein, qui réunit les principaux clubs et qui ont finalement créé un produit en tant que tel pour pousser le hockey suisse. Puis on voit ça a eu l'effet aujourd'hui, quasiment, c'est le sport numéro 1 en Suisse. Mm-hmm. Et puis, on a la Coupe du Monde, si je fais le parallèle aussi, qui arrive cette année, dont l'objectif du hockey suisse, c'est d'en faire un projet héritage. Donc, ça sera à Fribourg et à Zurich. Et comment, finalement, on capitalise pour la suite du développement du hockey suisse. Je trouve, c'est des parallèles que je vois aussi qui vont arriver dans le hockey français d'une certaine manière. Exactement. On sera très attentif à ce que vous faites. Je sais que certains des collègues suisses vont déjà en France échanger avec la Fédé française pour échanger sur ces pratiques. Bien sûr, mais à nouveau, on a tellement à apprendre l'un de l'autre, que ce soit entre clubs, que ce soit entre fédérations nationales et entre pays. À mon avis, il y a beaucoup de choses à faire. Et des fois, on travaille beaucoup dans d'autres contextes très en silo. Et là, on arrive à peut-être créer des ponts intéressants. Oui, je pense on a tous à gagner de cela. Si nous, on se l'est dit plusieurs fois, d'ailleurs, autour de la table des différents clubs, si on a une Ligue Magnus, une Synerglass Ligue Magnus forte, les clubs seront forts. Mais à nouveau, je pense qu'il faut avoir ta qualité, qui est de distinguer le sportif et qui est de voir l'aspect purement business. Je ne sais pas le bon terme, business, mais de développement de l'organisation, je pense. Hein. Nous, on doit amener un côté rationnel aussi dans le club. Parce que le sportif en soi, il y a forcément toujours ce côté un peu irrationnel de l'ambition, de la conquête. Et c'est aussi notre rôle, nous, dans les clubs, les directeurs marketing, commerciaux, peu importe les termes qui sont, mais c'est d'être ce point d'équilibre entre le sportif et le reste, en fait. Je pense qu'il y a des fois des clubs où ils sont 100% sur le sportif, focus sportif, tout pour le sportif. Ça a été peut-être un ancien modèle qui a fait ses preuves, c'est très certainement, mais à mon avis qui ne fonctionne plus aujourd'hui. Et c'est important d'avoir ce côté-là, justement, pour assurer les stabilités financières des clubs. Et parfois, on est même les contre-pouvoirs du sportif pour justement ne pas oublier ce côté-là, ce côté rationalisé, ce côté aussi l'attente de notre client au sens large n'est pas la victoire forcément tout de suite. Il n'achète pas un ticket pour voir pour une victoire. Sinon, il demanderait remboursement quand on perd. Donc, par contre, c'est la cerise sur le gâteau. C'est ce qui va permettre d'accélérer aussi les résultats les économiques, les résultats sportifs. C'est un accélérateur. Mais il ne faut pas que ce soit le levier principal. Mais en tant que tel, alors comment trouver l'équilibre budgétaire, dans le sens, on a un budget de X. Comment est-ce qu'on trouve l'équilibre on alloue tant de budget pour développer notre équipe sportive et on alloue tant de budget pour structurer notre club? Moi, je pense qu'il y a des critères qui doivent être rationalisés. Alors que quand il y a un club quand il y a un budget qui progresse, il y a une partie à définir. Chaque club le définit. On peut dire que c'est 30% du développement économique. Si on fait 200 000 euros de chiffre d'affaires en plus une année, il y a 30% qui va dans le sportif, X% qui vont dans le développement commercial, X% dans la structuration de club, X% dans l'investissement, etc. Je pense que ça se travaille comme ça. C'est comme ça que vous travaillez, du coup, à Chamonix? Ouais, c'est comme ça que tendre à travailler. que j'essaye de pousser cette. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai construit au niveau marketing. C'est-à-dire que je défends mes budgets tous les ans, évidemment, et quand on veut toujours plus de revenus, ça c'est l'attente de nos dirigeants, évidemment, c'est naturel. Il faut que aussi j'ai les moyens pour aller chercher l'investissement nécessaire. Voilà. Alors, évidemment, nous quand on investit 1 euro, il faut que ça rapporte 3, 4, 5 euros au club. Évidemment, c'est normal. Et donc moi, j'ai toujours vu comme ça, c'est-à-dire qu'il faut investir, et pour investir, il faut investir dans des outils et dans du temps homme. C'est-à-dire que demain, si on se dit, on veut passer un cap, un club veut passer un cap, il faut qu'il se définisse un budget d'investissement,
c'est important, investir sur la marque notamment. Et le ratio, est-ce qu'il est bon ou pas, mais 50% de ce budget d'investissement, ce budget qu'on allouerait au développement, doit être dans les outils et 50% dans le temps compétences humaines. Parce que ça ne se fait pas tout seul. Oui. Même si on a des outils formidables, on voit bien qu'il faut l'homme qui crée les contenus, il faut l'homme qui aille chercher des partenaires, etc. Oui. Il lui faut des outils, mais il faut du temps homme. Il ne faut jamais oublier ça. Pas juste parce qu'on est une appli, tout tourne tout seul. Voilà, exactement. Pas encore, en tout cas. Non, pas encore, exactement. Mais quoi qu'il arrive, ça se résumera toujours à du temps homme pour affiner, driver, même si ça ira peut-être plus vite grâce à l'intelligence artificielle demain. Oui. Déjà aujourd'hui, mais certainement plus demain. Il faut le voir comme ça. Il faut le voir. Et tout ne peut pas aller dans le sportif, sinon ça ne tiendra qu'un temps. Et c'est des projets à court terme. Et quel conseil tu donnerais à un dirigeant d'un club sportif pour demain ? De regarder dans son budget combien il peut investir. Mais des fois, on part de pas grand-chose. Ça peut être que 10 000 euros, 20 000 euros, quoi que ce soit. Oui. Et de ce budget, dire 50%, je vais pour doter des outils nécessaires. Oui. On ne peut pas acheter tous les outils d'un seul coup. Aller progressivement. Et puis 50%, si j'ai investi 50 sur les outils, j'investis 50 dans la masse salariale. Enfin, dans la masse salariale, dans du temps homme, dans de la collaboration, dans du recrutement, dans de l'apprentissage, peu importe. Mais il faut trouver des ressources humaines pour animer ça, pour créer le lien avec la communauté. Il faut que ça passe par des hommes. C'est sûr que le développement, on parlait que le budget du club a été multiplié par 2. On a doublé le budget du club. En 2018, j'étais seul salarié avec un alternant. On est aujourd'hui 4 salariés à plein temps sur la partie marketing. On a un salarié aussi sur la partie administrative financière qu'on n'avait pas avant. Donc tout ça est nécessaire. Et ça ne se fait pas tout seul. Il y a du temps homme et les gens travaillent en plus s'impliquent beaucoup pour que ça continue de progresser. Et le sport est une industrie de fou. Parce que c'est des heures compliquées et en même temps, c'est cette actualité qui rythme aussi beaucoup le travail. Oui, bien sûr. C'est chronophage. La vie d'un club, ça prend beaucoup de temps, mais c'est aussi passionnant et c'est tout l'équilibre qu'il faut trouver. Écoute, Willy, je te remercie beaucoup pour notre échange et notre partage. C'est toujours, tu sais, un plaisir pour moi de pouvoir mais également, merci échanger. Douglas. Et puis, on se retrouve du coup très bientôt pour un nouvel épisode de Common Sports Insider. Et comme vous le savez, ce n'est pas qu'une question de données, mais l'histoire qu'elle raconte. Merci.